Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous présenter aujourd'hui quelques techniques un peu avancées sur le logiciel SolidWorks Simulation. Ce sont des problèmes récurrents que j'ai pu rencontrer pendant plusieurs interventions, formations ou pendant les calculs que j'ai réalisés. Donc c'est parti, on va voir ça ensemble aujourd'hui. Donc je m'appelle Benjamin Atli, je suis consultant CAO sur l'agence de Saint-Quentin en Yvelines, en Île-de-France, pour la société Avenao. Du coup, comme je vous disais, le programme, ça va être le suivant. Déjà, quelques conseils sur le traitement des contraintes singulières. Ça peut paraître peut-être un petit peu exotique pour ceux qui n'ont pas encore rencontré ces problèmes, mais j'espère que ça va vous éclairer au fur et à mesure de la présentation. Euh, hop, super, ok. Donc déjà, on va commencer sur le traitement des contraintes singulières. Il y a une autre chose que je souhaite présenter aujourd'hui, ça va être la condition limite de type symétrie. Quelque chose qui est, selon moi, capital en fait dans les calculs et très utile en fait pour se sortir de pas mal de cas un peu litigieux. Ensuite, on va voir quelques outils pour se sortir des problématiques de stabilisation du modèle. Ce sont des choses qui ont sûrement dû déjà arriver à des gens qui ont déjà fait des simulations sous SolidWorks Simulation ou tout autre logiciel de calcul par élément fini. Donc je vous préviens, hein, autant le dire tout de suite, ce sera des conseils vraiment pratiques et un peu avancés. Donc ceux qui n'ont pas encore utilisé simulation, seront peut-être un petit peu perdus au début, mais le jour où vous lancerez un calcul, vous heurterez certainement à un des trois problèmes que je présente aujourd'hui, et vous pourrez vous référer à cette présentation, et j'espère que cette présentation vous sera utile. C'est parti. Déjà, le logiciel simulation, en fait, c'est un module de SolidWorks qui permet de faire du calcul des structures dans le logiciel de CAO. C'est une méthode, c'est un logiciel qui utilise la méthode des éléments finis pour calculer du coup les déplacements et les contraintes dans vos structures ou faire des études fréquentielles, thermiques, etc. Il est découpé en trois packages, hein, un package standard qui est également inclus dans le logiciel SolidWorks Premium qui permet de faire des calculs statiques. Un package professionnel au-dessus qui permet d'étendre les capacités du logiciel aux analyses modales fréquentielles de vos structures, les analyses de flambage, de fatigue, quelques optimisations paramétriques, du thermique, pas mal de choses. Et enfin, le module premium qui permet d'aller encore plus loin dans l'étude et d'attaquer les problèmes non linéaires, donc de plastification de la matière, les grands déplacements, les contacts avancés, de voir les problèmes dynamiques, de voir enfin la variable temporelle dans vos calculs, et également du coup de faire des études sur les coques composites. Première partie, on va parler des contraintes singulières. Les contraintes singulières, je vais vous les présenter sur un cas d'école. Hein, on va faire quelque chose d'assez simple pour présenter ça. L'intérêt, c'est vraiment la notion de contrainte singulière et pas la géométrie que je montre. Du coup, je fais quelque chose d'assez simple. Vous voyez, hein, une petite console de rien du tout, qui est encastrée en partie haute. Et on va mettre un petit effort vers le bas sur la face droite. Je vais vous présenter le modèle, on va le faire tourner dans SolidWorks. Vous allez voir, rien de bien méchant. Quoique, regardez, c'est un modèle que j'ai fait en volumique, donc c'est une extrusion hein, toute bête. Et pour faire mon calcul, je me suis dit qu'en fait, ça servait à rien de faire un calcul volumique sur ce type de structure, alors qu'une simplification type contrainte plane sera beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide et me donnera des résultats similaires. La simplification 2D, en fait, c'est un outil qui est accessible sur les licences simulation professionnelle. Je vous montre comment activer ça. C'est quand on fait une nouvelle étude là, de simulation depuis le logiciel. Je ne vais pas mettre de nom, peu importe, mais quand on fait une étude statique ou non linéaire, on peut utiliser la simplification 2D. Donc en fait, il suffit de lancer cette petite option qui est en bas de la fenêtre là, de création d'une étude de simulation pour voir apparaître ensuite ce menu qui va nous permettre de choisir le type de simplification 2D qu'on va appliquer. Donc là, vous voyez que vous avez des petites animations assez sympas
comme d'habitude dans SolidWorks Simulation, qui vous explique un petit peu à quoi correspondent les différentes simplifications 2D, la contrainte plane, la déformation plane ou le cas axis symétrique. Typiquement, je suis dans le cas d'une structure assez fine avec un déplacement et des efforts dans un plan. Du coup, vu qu'elle est assez fine, je vais négliger les effets de bord et les effets poissons en fait là-dessus, donc les contraintes non planes. Donc je vais mettre dans le cadre d'une contrainte plane. Les paramètres à entrer pour faire ce type d'analyse, c'est un plan de coupe et une épaisseur de la tranche. Donc typiquement, vous allez récupérer un plan qui est là, hop, il vous fait un aperçu de la coupe et vous lui définissez une épaisseur. Voilà. Et à partir de là, voilà, vous allez travailler en fait sur un modèle qui sera un modèle 2D et tous vos efforts et déplacements seront à définir dans ce plan au final. Je vais donc juste rapidement regarder si je définis une force. J'irai récupérer une arête qui est là, j'irai définir une direction. Donc avec le menu qui est là, je définis une force dont j'inverse la direction et le tour est joué. Voilà. La notion d'épaisseur est renseignée dans les paramètres de votre simplification 2D. Si jamais vous vous dites, tiens, je vais changer de mes paramètres, mon plan n'est pas le bon, ou l'épaisseur que j'ai rentrée ne me convient pas, je voudrais voir ce qui se passe quand c'est plus épais, il vous suffit en fait de faire un clic droit sur votre étude, là, statique, et faire modifier la définition, et le tour est joué, vous retournez dans la fenêtre qui est là. Voilà. Bon, je vais vous passer la création du modèle, c'est relativement simple, hein. Voilà, on définit un matériau, voilà, on fait un déplacement fixe, on fait une force sur l'arête de droite, et on crée un maillage. Du coup, je vais déjà vous montrer ce qui se passe. Je vais créer un maillage, hop, désolé pour le petit bruit, hop, avec les paramètres du maillage. Donc j'ai mes collègues qui ont déjà fait plusieurs formations en ligne sur le maillage. J'en ai un petit peu parlé également dans une formation précédente sur l'interaction fluide-structure. Donc je ne vais pas re-rentrer dans ces paramètres-là. Je vous invite à regarder les formations de mes collègues. La dernière en date était d'Adrien Galvani. Donc là, en fait, je vais mettre un maillage standard avec une taille de 50 mm. Voilà, plutôt qu'autre chose. Je vais mettre quelque chose d'assez grossier. Voilà. Donc ensuite, j'exécute mon étude et j'obtiens ce résultat. Voilà, donc ça, c'est la première contrainte principale. Je vais vous montrer les contraintes de von Mises. Hop. Voilà, donc j'obtiens ce type d'effort dans ma structure. Donc j'ai 15 mégapascales. Ah, c'est un modèle que j'ai déjà un petit peu travaillé. Regardez, j'étais allé mettre une petite option un petit peu litigieuse. Voilà. Donc j'obtiens ce type de contrainte dans mon modèle. Bon, jusque-là, tout va bien, la déformée est plutôt logique, il n'y a pas de choses bizarres, si ce n'est peut-être la répartition des contraintes qui est pas vraiment là où on l'attendait. C'est-à-dire que intuitivement, on pourrait l'imaginer là, à juste titre d'ailleurs, soit dit en passant. Du coup, quand on a ce type de calcul à faire en élément fini, il est important, je le répète par rapport à la formation sur l'interaction fluide-structure de l'autre fois, mais il est important de faire une étude de convergence, c'est-à-dire d'étudier l'impact du raffinement du maillage sur les résultats que vous obtenez dans le calcul. Typiquement, j'ai mis un maillage très grossier, donc c'est chouette, c'est allé vite. J'ai un état de contrainte, qu'est-ce qui vaut? Vous voyez, j'ai une contrainte de von Mises maximale de 32 mégapascales et un déplacement résultant de, désolé, hein, j'ai l'interface de Citrix à droite qui me bloque la vue, donc une échelle de 0,38 mm. En fait, je vais faire ça un peu plus intelligemment. Là. Ouais, non, bon, bref. Donc le déplacement est de 0,38 mm et une contrainte de 32 mégapascales. Maintenant, je vais faire ce que j'ai dit, je vais faire une étude de convergence. À ce niveau-là, je vais me focaliser sur les paramètres généraux du maillage. Donc je vais dire, bon, j'étais sur un maillage taille 50, qu'est-ce qui se passe si je mets 20? Voilà. Hop, j'exécute. Les études de simplification 2D, l'intérêt vraiment, c'est qu'on peut mailler en fait très 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 finement notre matériau. Le temps de calcul est faible en fait par rapport à un calcul 3D, dans la mesure où il y a beaucoup moins de degrés de liberté, c'est une évidence. Du coup, on va pouvoir, par exemple, si on calcule un appareil sous pression,
juste une coque, on va pouvoir mailler très finement la coque et voir, par exemple, dans le cadre d'une analyse non linéaire, l'évolution de la plastification dans l'épaisseur de votre appareil sous pression. En gros, voilà, le message, c'est que sur les simplifications 2D, on va pouvoir mailler très finement pour un temps de calcul extrêmement raisonnable. Voilà. Donc j'étais à 32 mégapascales, je suis passé à 40. Bon, d'accord. En termes de déplacement, j'étais à 0,38, je suis à 0,39. Là-dessus, il n'y a pas eu de nouvelles. Mon effort maximal s'est rapproché, il était par là, hein, je vous rappelle tout à l'heure, là il s'est rapproché et en plus il a augmenté. Du coup, bah, tant que le maillage, que les contraintes n'ont pas convergé, il est dangereux de statuer sur l'étude. Du coup, on va raffiner et voir ce qui se passe. Voilà. On passe à 10. Voilà. C'est passé à 56. Voilà. Donc, donc là, on sent bien qu'il y a un problème, quoi. Et on va pas pouvoir statuer sur notre structure. Parce que si notre critère de dimensionnement, admettons, était d'une contrainte maximum de 40 mégapascales, les premiers résultats nous donnaient une valeur correcte. On se disait, super, ça marche, je peux lancer en prod. Or, le fait de faire une étude de convergence nous montre qu'en fait, ici, il y a un problème et que les contraintes ne sont pas de 40 mégapascales ou de 32 comme on avait sur le premier calcul, et qu'il va falloir creuser un petit peu plus loin. Creuser un petit peu plus loin, dans une première approche encore, en continuant cette démarche, ça va être de raffiner, en se disant, bon, bah, peut-être qu'à un moment, on trouvera une valeur finie. Donc là, voilà, j'ai fait un maillage un peu fin quand même. Voilà, voilà. Ce qu'il faut, hein, là, bon, c'est de la simplification 2D, donc on peut y aller. Si on avait dû mailler le modèle volumique avec cette finesse, on s'en serait jamais sorti. Voilà. Donc voilà, on est à 120 mégapascales comme vous pouvez le voir. Et c'est vraiment un problème qui maintenant a migré vers l'arête, vers ce point-là. Et d'un autre côté, le déplacement résultant n'a quasiment pas évolué, comme vous pouvez le constater. Donc voilà, je vais pas m'arrêter là. Vous pensez bien qu'on va en discuter, qu'on va essayer de comprendre pourquoi il y a ce genre de phénomène qui apparaît. Donc je reviens à ma présentation. Du coup, voilà, ça c'était mon modèle de tout à l'heure. Donc vous avez vu, j'ai fait plusieurs maillages, et suivant mon maillage, je ne retrouvais pas nécessairement les mêmes valeurs. Même pas du tout, en fait. Surtout sur les contraintes. Le déplacement était correct assez rapidement. Ce petit tableau synthétique nous montre en fait l'évolution des contraintes et des déplacements suivant la taille de maille. Donc avec une maille de 50, on était à 32, 20, 41, ainsi de suite. Et je vous ai tracé les cas. Donc vous voyez en fait, nos contraintes, elles ont pris une sérieuse augmentation de 275% par rapport au maillage initial quand on est passé à un maillage très fin. Par contre, le déplacement, il n'y avait aucun intérêt à faire tracer, à regarder l'écart, vu qu'il était de toute évidence quasi constant. Les contraintes évoluent énormément suivant le maillage. Elles sont extrêmement dépendantes de la taille des éléments créés. On va regarder un petit peu pourquoi. Et on va aller un peu plus en détail pour tâcher de comprendre comment circulent les efforts en fait dans cette structure. Je retourne sous SolidWorks histoire de vous montrer comment j'ai fait pour avoir ce résultat-là. Alors déjà, je vais recréer un maillage un peu plus simple, histoire de voir des choses avec une maille plus grosse. Ouais, enfin, ça devrait aller. Voilà. Tac. Voilà. Donc en fait, je vais regarder comment transitent les efforts dans ma structure. Comment mes efforts qui sont appliqués sur ce bord-là de ma petite console là sont transférés par ma structure à l'encastrement qui est ici. Pour voir ça, moi la méthode que j'utilise, c'est que je vais éditer le tracé de contrainte et je vais cocher cette option, afficher comme tracé de tenseur. Et ainsi, en fait, je vais voir les efforts sous forme non plus d'échelle de couleur, mais de flèches, afin de voir du coup par où passent les efforts. Voilà. J'ai enlevé la déformation non, pas échelle réelle, on va enlever la déformer, afin voilà, de bien comprendre par où
comment passent les efforts. Donc les efforts sont appliqués là. Je vais avoir des efforts sur cette section-là de mon petit modèle, je vais avoir de la flexion, c'est-à-dire qu'en partie haute, je vais avoir des efforts de traction. Vous voyez, là ma matière est tirée. Et en partie basse, des efforts de compression, ce qui est logique dans le cadre de la flexion. Du coup, j'ai des efforts dans la direction X, voilà, qui transitent sur l'autre partie en des efforts semblables, mais sur l'autre côté, donc de la traction d'un côté, sur un bord, et de la compression sur l'autre bord. Le problème se situe au niveau du virage, à cet endroit-là. C'est-à-dire que les contraintes qui étaient suivant la direction X sur la partie droite du modèle bifurquent et passent brutalement à une orientation suivant la direction Y. Donc en fait, les contraintes ici se retrouvent comment dire, réorientées de façon brutale. Donc vous voyez sur ma petite slide là, j'explique que sur la partie haute, là je suis en traction, sur la partie basse en compression. Donc là j'ai une discontinuité. Les discontinuités en mécanique et en résolution des problèmes mécaniques en général, ou thermiques également, c'est un peu le même problème, les discontinuités, on ne les aime pas trop, c'est-à-dire que les moments de discontinuité, ça va créer des variations infinies, et du coup, vu que les contraintes sont la variation de déplacement dans un élément, on va se retrouver avec des contraintes discontinues au niveau de l'arête qui est là, et ce qu'on va appeler, ce qui s'appelle en fait des contraintes singulières. C'est-à-dire que mathématiquement, à ce point-là, on trouvera des contraintes infinies. Donc il n'y aura pas de solution numérique fixe à cet endroit-là. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que plus on va raffiner, plus on va avoir des contraintes importantes à cet endroit-là. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, pourquoi on n'a pas tout de suite une valeur quasi infinie ou extrêmement forte dès un maillage grossier à cet endroit-là? La raison pour laquelle on n'a pas une valeur infinie dès le début et qu'on est obligé de raffiner le maillage, c'est parce qu'en fait, dans un calcul mécanique, dans un logiciel d'éléments finis, en fait, les déplacements sont calculés au nœud de vos éléments finis, c'est-à-dire au sommet, là par exemple j'ai tracé quelques petits triangles de rien du tout, les déplacements sont calculés au sommet de vos triangles, mais les contraintes, quant à elles, elles sont calculées au niveau des points d'intégration. Et des points d'intégration, dans le cas d'un triangle linéaire, le point d'intégration se situe grosso modo au centre de gravité de l'élément. Du coup, tout ça pour dire que en fait, les contraintes que vous avez ici, en fait, ne sont pas vraiment calculées à ce point-là. Elles sont calculées autour. Et ce que fait le logiciel pour vous afficher les résultats de contraintes au nœud, donc c'est-à-dire dans l'arête là de ma petite structure, c'est qu'il vient faire une linéarisation en fait des contraintes autour. En gros, pour faire bête, c'est un peu plus compliqué que ça, mais pour faire simple, il fait en gros la moyenne des valeurs qui sont autour. En fait, elles sont interpolées par rapport au point d'intégration. Ce que je vous ai mis en bas, c'est le message qu'il y a dans l'aide de SolidWorks Simulation qui explique ce que sont les valeurs au nœud. Les valeurs au nœud, donc le logiciel génère des tracés des contraintes nodales. Le programme utilise une interpolation linéaire qui permet de générer un tracé lisse. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, vos valeurs ici seront en fait interpolées par rapport à des valeurs qui seront calculées autour. De contraintes, je parle de contraintes. Le déplacement est rigoureusement calculé au nœud par contre. Du coup, les contraintes, comme je vous disais, donc là j'ai fait le même calcul, mais avec un maillage de qualité moyenne qui correspond à des éléments triangles linéaires, donc avec un point d'intégration qui se situe là. Du coup, en fait, comme je vous voyais là sur les petites étoiles, sur les petites étoiles qui sont ici à peu près au centre de mes éléments, ce seront les endroits où vont être calculées mes contraintes. Du coup, quand je fais les valeurs qui sont affichées ici dans l'arête, sont en fait interpolées par rapport à ces valeurs-là. Quand on va faire un maillage plus fin, ce qui va se passer, c'est que, par exemple, si on divise ces éléments en deux, c'est que nos points, là, ils vont se rapprocher par rapport à notre arête, si bien qu'au final, on va obtenir une valeur qui sera plus précise. La valeur ici, valeur numérique,
dans un calcul réel, analytique de ça. Il n'y a pas de solution, c'est l'infini. Du coup, plus on va raffiner, plus les points d'intégration ici vont se rapprocher de l'arête, plus la valeur de nos contraintes va augmenter. Voilà, c'est une explication un petit peu avec les mains, si je puis dire, mais qui permet de comprendre en fait pourquoi on n'a pas tout de suite une valeur très importante en termes de contraintes à cet endroit-là et qu'on est obligé de faire une étude de convergence et donc de raffiner le maillage afin de capturer cette problématique. Voilà. Là, on était dans un cas un petit peu particulier où c'est vraiment le cas d'école, hein, de la concentration contrainte typique dans un calcul de structure. Et du coup, la réponse à ce cas d'école, elle est très simple, c'est de se dire, bon, en fait, si ça se trouve ici, il y a un congé qui n'a pas été modélisé, donc autant le modéliser. Et on va voir ce qui se passe. Donc voilà, donc là, je vous représente le petit modèle que j'ai fait, où je suis venu rajouter, du coup, un congé ici. Rien de bien sorcier. Du coup, voilà. J'ai fait un premier calcul avec un maillage grossier ici, taille 50, et j'ai récupéré un état de contrainte qui est celui que je présente à l'écran, qui nous donne une valeur de 41 mégapascal. Bon, soit, super. Comme on a vu, il ne faut pas trop se fier aux résultats préliminaires avec un maillage pareil. Du coup, le déplacement, 0,37 mm, c'est un peu plus raide que la structure de tout à l'heure, et encore, rien de catastrophique. On fait un maillage un peu plus fin. Là, tout à l'heure, ceux qui ont déjà fait un peu de simulation auront hurlé à l'hérésie en me disant « mais pourquoi on ne fait pas un contrôle de maillage ?» Je ne l'ai pas fait parce que je voulais faire un maillage global. Là, dans ce cas-là, j'ai joué le jeu et je suis allé faire un contrôle de maillage. Je vais vous montrer ce que c'est les contrôles de maillage pour ceux qui n'ont pas encore fait ce genre de cas de figure. Tiens, je vais remettre mon congé, voilà. Je vais retourner dans mon étude là. Voilà. Donc vous voyez en fait ce que j'ai fait, j'ai juste modifié ma géométrie et vu qu'on est dans SolidWorks, l'étude de simulation s'est mise à jour par rapport à ma nouvelle géométrie. Bon, j'ai pas complètement découpé mes facettes, il y a pas eu de modification énorme, donc a priori tout s'est bien passé, mais les arêtes sont toujours valides, donc mes forces n'ont pas bougé. Pour faire un contrôle de maillage, je vous montre comment ça marche. Donc on vient créer le maillage. Regardez, vous voyez, si je crée le maillage avec une taille de 20, ce qui se passe, c'est que j'obtiens ce type de maillage. Si d'aventure je veux avoir un maillage plus fin sur cette zone-là, tout en conservant ici une taille globale, qui est celle que j'ai définie précédemment, pour faire ça, on va utiliser un outil qui est dans maillage, clic droit, définir un contrôle de maillage. Définir un contrôle de maillage, on va pouvoir sélectionner une géométrie, donc une arête, une face, ou même un corps volumique si vous travaillez dans un assemblage. Et vous allez pouvoir définir localement voilà, une taille de maille. Donc on va dire, pour que ça se voit bien, voilà, je vais mettre une taille de, je sais pas, de 2 mm. Ensuite un taux de croissance ici. Hop, on recrée notre maillage. Hop, et on va se retrouver avec un maillage plus fin sur cette zone-là qu'ici, où on va retrouver, par exemple, sur cette zone-là, un maillage plus grossier. Sachant que le seul endroit qui nous intéresse vraiment, c'est ici. C'est en raffinant ici qu'on voit notre concentration de contrainte qui apparaît. Du coup, voilà, autant raffiner sur cette zone-là. Notez que le fait de mettre des contrôles de maillage, parfois ça va créer des éléments un petit peu distordus, vous voyez, un peu effilés. Du coup, on a un paramètre qui s'appelle le ratio, hein, qui est là, qui est ici, là, le ratio, sur lequel on va pouvoir jouer. Donc vous voyez, là, j'avais une transition relativement rapide, en fait, entre mes petits éléments et mes gros. Et si je mets un ratio plus fin, j'ai mis un ratio de 1.1. Toc, voilà, j'ai une diffusion en fait de la taille de mes éléments plus progressive. Voilà, les précédentes formations en ligne présentaient bien cet outil, donc on va pas perdre trop de temps là-dessus. Donc je reviens à ma présentation. On va pas se retaper les calculs, c'est pas passionnant. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir l'analyse, voir le résultat et l'analyse qu'on peut en faire. Donc vous voyez, avec un premier maillage grossier, j'avais des contraintes maximum de 41 mégapascal dans mon modèle. Je suis allé faire un contrôle de maillage, taille 10, local, avec une taille globale de 20, et je retrouve une contrainte maximum à 51 mégapascal.
C'est passé de 41 à 51, bon, ok, rien de catastrophique. Je fais un maillage encore plus fin, 2 mm dans le congé. J'ai fait un ratio relativement propre, hein, c'est ce on vient de voir ensemble. J'étais à 51 tout à l'heure, pardon, oula, désolé. Je passe à 52. Bon, bah, pas de problème particulier. Évidemment, le déplacement n'a pas changé. Et si je fais vraiment un maillage super fin, bah, ça passe à 52,5. Vous voyez? Donc avec une répartition des contraintes qui est très très propre, il n'y a pas de loup particulier sur ce modèle. Si on fait une synthèse des résultats, on voit que bah, en fait, arrivé à un moment, bah, nos contraintes n'évoluent plus. Donc si jamais on avait besoin d'itérer sur la géométrie ou de refaire d'autres calculs avec quelques modifs ou que sais-je, en fait, bah, on se rend compte avec cette étude de convergence qu'avec un contrôle de maillage de 20 mm dans le congé, on avait déjà une valeur d'effort qui était satisfaisante en termes de précision, avec un surcoût de temps de calcul minime, hein, dû au fait que bah, voilà, on est venu raffiner localement. Du coup, voilà, on retrouve des valeurs qui convergent quant à elles. Le fait d'avoir mis un rayon ici, donc là j'ai refait le tracé là avec les tracés de tenseur là des contraintes, le fait d'avoir mis un rayon dans le modèle a permis justement aux contraintes, eh bien en fait de changer d'orientation progressivement et du coup de se diffuser de la partie droite à la partie gauche du modèle. Je vous montre ça. Ouais, on exécute. Voilà. Voilà. Donc vous voyez, sur la partie droite, là j'ai ma pièce qui est en traction, en compression sur le bas, et en fait le fait de rajouter le congé fait que les contraintes ont le temps de changer d'orientation et de passer à l'autre partie du modèle. Donc en fait, le fait de rajouter le congé enlève la discontinuité de raideur en fait de notre structure et permet d'avoir une contrainte qui a du sens, qui converge et qui est de 52,3 mégapascales dans le congé. On peut statuer sur notre étude et le tour est joué. Voilà. Pour résumer, les contraintes singulières en mécanique proviennent la plupart du temps de discontinuité de la rigidité de notre structure. C'est-à-dire qu'on va avoir une modification brutale de la géométrie et que nos contraintes vont plus pouvoir se diffuser de façon progressive. Les contraintes locales vont donc diverger et on va retrouver des valeurs infinies à cet endroit-là. Comment les repérer, ces contraintes? Donc, comme je vous ai dit, là, comme on a fait ensemble, le meilleur moyen pour les capturer, c'est ces contraintes singulières, excusez-moi. En fait, bah, c'est de faire une étude de convergence sur le maillage. Soit en faisant varier la taille globale du maillage, donc en raffinant tout le maillage, soit en faisant un peu plus intelligemment, en faisant un contrôle de maillage sur les zones qui nous intéressent. L'autre méthode, quand on a un petit peu travaillé sur le sujet déjà en amont, en fait, les concentrations de contraintes, faut avoir un peu de sens mécanique, mais une fois qu'on a vu ça, en fait, on se rend compte que la répartition des contraintes sera toujours un petit peu inattendue dans le cadre des contraintes singulières. C'est-à-dire que par exemple, ici, vous voyez, je me retrouvais avec une contrainte maximale qui se trouvait décalée par rapport à l'arête de ma petite console où j'attendais le maximum des contraintes. Du coup, bah, j'étais ici au maximum. L'autre indicateur ou signal pour repérer une concentration de contraintes, elle est toute bête, c'est de se dire, bon, bah, j'ai un élément qui passe du rouge au bleu. Parfois même, il passe du bleu au rouge au bleu dans le même élément. En gros, la variation des contraintes est très importante dans cet élément et du coup, il est important de raffiner sur cette zone-là afin justement d'avoir une contrainte qui évolue plus progressivement dans les éléments et de voir ce qui se passe à cet endroit précis. Voilà. On peut avoir des contraintes singulières dans d'autres cas. Les cas, ce sont le plus courant, c'est au bord de l'encastrement. Quand quand on définit une géométrie fixe à un endroit, on va bien souvent retrouver une contrainte très importante au bord de l'encastrement.
Je vais vous montrer ça tout de suite à la slide qui vient après. On peut également trouver des contraintes singulières, même on en trouve clairement, près des chargements ponctuels. Donc si vous avez défini un chargement sur un sommet, sur un point, sur votre structure, eh bien ça va générer une contrainte très importante au point d'application et cette contrainte divergera la plupart du temps. Autre chose qui peut se passer, c'est quand vous définissez des contacts entre vos composants, contacts pas de pénétration ou solidaires, vous allez générer des discontinuités en fait de rigidité dans votre structure à cet endroit-là, et vous allez potentiellement avoir des contraintes singulières près des zones de contact. Voilà. Le cas de l'encastrement, je l'illustre là avec toujours mon petit exemple, avec mon encastrement, sauf que là la force je l'ai fait aller sur la droite. Voilà. Ce modèle me fournit avec un maillage grossier ce type de résultat. Donc j'ai des contraintes de von Mises qui sont très importantes sur les bords de mon encastrement, comme vous pouvez le voir sur cette image, à 11 mégapascal. Voilà, je joue le jeu, je fais une étude de convergence, je veux comprendre ce qui se passe, je veux être sûr de mon calcul et pouvoir statuer sur la validité des valeurs qu'il me fournit afin de pouvoir décider si oui ou non ma structure marche, enfin tient ou pas. Du coup, je fais une étude de convergence, je me raffine, et ce que je vois, c'est que ma contrainte qui était à 11 mégapascal, ici, donc j'ai fait un zoom sur le maillage, sur la même structure avec un maillage plus fin, eh bien je vais me retrouver ici, avec un angle, avec 31 mégapascal, avec un élément encore qui va varier du rouge au vert, et plus je vais raffiner ici, plus ma contrainte va évoluer. Ce sera légèrement moins violent que le cas précédent, néanmoins il y aura contrainte singulière, et il faudra que je la prenne en compte ou pas. C'est-à-dire que on peut très bien imaginer que, enfin, pas imaginer, mais statuer sur le fait que en fait cette contrainte ici n'a de sens qu'à cause de la représentation qui est faite de la géométrie, et qu'en fait ici il n'y a pas vraiment d'un encastrement, disons, elle peut être vissée sur un mur, et dans ce cas-là, les efforts seront pas concentrés ici, cette géométrie ne sera pas complètement bloquée, mais il y aura la raideur de la vis, et ensuite les efforts seront transférés au mur, donc il y a également le mur qui se déformera, et en fait cette zone-là, le fait de mettre une géométrie fixe, vous voyez là sur la partie haute, fait qu'on surrigidifie cette arête, et du coup qu'on crée une discontinuité en fait de la raideur du modèle pile à cet endroit-là. Afin d'éviter ou de prendre en compte en fait les contraintes singulières, il y a plusieurs cas possibles, plusieurs solutions. La première, c'est d'améliorer la modélisation en incorporant par exemple les congés sur les zones sensibles, d'éviter les conditions limites sur les arêtes et privilégier des conditions limites de type surface, sur des surfaces, ou décaler les conditions limites quand c'est possible. Décaler les conditions limites quand c'est possible, c'est selon moi la meilleure méthode. C'est celle de la console fixée au mur, c'est peut-être de modéliser la platine de fixation, la vis c'est un petit peu le mur. Là je le fais dans le cas d'une petite patte, en fait, une petite patte où est accroché en fait un appareil. Admettons qu'on fasse le calcul uniquement de la patte, qu'on mette une géométrie fixe au niveau des bords là, des arêtes, et qu'on mette notre force dans le trou. Ce qu'on va récupérer comme résultat, ce sera ça. C'est-à-dire que vous voyez sur le bord, là, au bord ici, là, on va récupérer en fait une contrainte très importante, pile à l'endroit du bord de l'encastrement. Vous voyez, ici, on va retrouver une contrainte singulière, du fait de la discontinuité de raideur ici. J'ai changé l'échelle. En changeant l'échelle, je vois qu'en fait, j'ai une contrainte de environ 4 mégapascal dans le trou qui se diffuse comme ça. Et en fait, ici, cette valeur, on va la critiquer. C'est qu'en fait, les valeurs importantes qu'on croise ici sont entièrement dues au fait que on n'a pas modélisé la suite de la structure et on a considéré qu'il y avait une connexion extrêmement rigide, donc typiquement une soudure ou une soudure très raide à cet endroit-là. Ce que je vous ai expliqué, c'est qu'on pouvait imaginer de décaler les conditions limites justement pour ne pas voir apparaître ces contraintes singulières près de notre encastrement dans le cas de notre petite patte là. Du coup, ce que j'ai fait sur le modèle, c'est que je suis venu modéliser la soudure
et une partie de l'élément qui était soudé sur laquelle la pâte était soudée. Du coup, en fait, j'ai décalé mes conditions limites de ma pâte vers la structure à laquelle elle est raccrochée. Et tant qu'à faire, vu que le modèle n'était pas très gros, j'ai modélisé la soudure. J'ai fait un maillage de cette structure et en fait, en changeant l'échelle et en mettant à 4 mégapascales, je constate qu'en fait, au niveau de mon trou et de ma pâte, en fait, je retrouve les mêmes résultats que tout à l'heure, et qu'en fait, ma concentration de contrainte que j'avais tout à l'heure au bord de ma géométrie fixe, elle a été diffusée ailleurs et en fait, elle n'apparaît quasiment plus. Et voilà, du coup, ma pâte maintenant est exempte en fait de concentration de contrainte. Or, la concentration de contrainte du haut de trou, mais j'ai plus de contrainte singulière en fait. Je vais vous montrer le modèle rapidement. Ah, sympa. Voilà. Mais ouais. Donc je vais vous présenter, hop, dans les concentrations de contrainte. Donc c'est une petite pâte qui est là. Donc elle est là. Hop. Vous voyez, donc j'ai utilisé une fonction cordon de soudure d'angle là pour modéliser mon volume. Donc ça c'est le modèle. Hop, activer la configuration. Le modèle où en fait ma géométrie fixe se retrouvait au bord là, au niveau de mon arête. Vous voyez. Du coup j'avais des contraintes très importantes au niveau du bord là, au niveau de mon encastrement, ma géométrie fixe. Voilà. Le fait de décaler les contraintes en fait, de décaler les conditions limites en modélisant un petit peu le reste de la structure, fait qu'en fait ici maintenant, quand je regarde le résultat que ça donne, voilà, en fait bon, je retrouve des contraintes qui ont du sens en fait. Attendez, je vais remettre l'échelle, je vais la réinitialiser par rapport aux valeurs, s'il le veut bien. Ouais, voilà. Voilà, voilà. Ok, donc en fait j'ai des contraintes maximum là au bord de l'encastrement qui est là, vous voyez. Donc je vois encore apparaître des choses un peu singulières, mais disons que cette zone-là m'intéresse pas plus que ça. Ce que je souhaite dimensionner, c'est ma plaque, la pâte, pardon. Du coup, bah voilà, maintenant j'ai décalé le problème de mes contraintes singulières. J'ai encore un petit effort là, disons au bord, c'est également une zone de concentration de contraintes, mais bon. Disons que maintenant ma pâte est exempte de concentration de contrainte. Un truc que je peux faire à ce niveau-là, c'est si je veux que mon rapport traite uniquement de ma pâte et que je ne souhaite pas inclure également le restant de mon modèle dans mon rapport ou dans mes captures d'écran ou dans ma présentation de ça, quoi. Ce que je peux très bien faire, c'est en fait dans mon modèle, voilà, je cache tous les composants autres que ma pâte, et quand je retourne ici dans mon étude de simulation, donc là je vais cacher mes symboles, et que je trace du coup les contraintes, le fait d'avoir caché les autres corps fait que maintenant je peux faire un post-traitement, donc une analyse du résultat uniquement sur ma petite patte là. Et le fin du fin, c'est dans les donc là j'ai double-cliqué sur mon échelle de valeur. Le fin du fin, c'est d'aller utiliser cette petite option échelle min-max basée sur les pièces visibles uniquement. Comme ça, en fait, mon échelle de contrainte va être adaptée par rapport à ce que j'avais. Donc vous voyez, je retrouve bien mes 4 mégapascales dans mon trou et le tour est joué en fait. Donc on ne peut pas toujours se permettre de faire ce décalage des conditions limites. C'est toujours délicat à statuer sur les conditions limites d'un modèle, mais quand on le peut, ne faut pas s'en priver. C'est une manière élégante en fait de se sortir des problématiques de contraintes singulières sur un modèle. Voilà. Donc c'était ce point que je souhaitais dans un premier temps aborder avec vous. Un autre outil qui est important, c'est la symétrie.
La symétrie, c'est une condition limite spécifique dans les calculs méca que je vais vous présenter tout de suite et maintenant. Voilà. Donc en fait, je suis parti encore d'un cas ultra simple, donc d'une plaque avec une pression sur le dessus, qui va être enfin une coque fixée sur les bords, là, sur les deux côtés, à gauche et à droite. Donc la géométrie qui est définie, et j'ai mis une épaisseur de 2 mm et une pression de 100 kg par mètre carré. Présenter le modèle. Plaque. Voilà. Donc ma plaque complète, voilà, je lui mets sa pression, tout, enfin, pas de problème. Je calcule tout ça. Je récupère ce type de résultat. Ok? Bon, soit. L'idée, c'est de se dire, bon bah, pourquoi calculer une plaque complète alors que en fait ma géométrie est symétrique par rapport au plan là au centre de ma plaque, et que mes conditions limites sont également symétriques. Du coup, l'idée, c'est de se dire, on va utiliser la condition limite de type symétrie dans SolidWorks. La contrainte symétrique, pour la mettre en œuvre, en fait, c'est juste une condition limite. La condition limite de symétrie se situe au niveau des déplacements imposés. Clic droit, déplacement imposé avancé. Donc en préliminaire, avant de faire une étude symétrique, en fait, il faut juste découper le modèle complet en deux, quoi. Il faut le couper. Donc là, j'ai juste changé, j'ai créé une config avec ma plaque qui est moitié moins grande. Sinon, si vous avez un modèle plus complexe, vous pouvez faire un enlèvement de matière de la moitié du modèle par rapport à votre plan de symétrie et ne garder que du coup la moitié de votre géométrie. Par contre, sur les faces qui seront coupées par votre plan de symétrie, il faudra appliquer des conditions aux limites de type symétrie. Les conditions limites de type symétrie se situent dans les déplacements imposés, clic droit, déplacement imposé avancé. C'est une contrainte qui est une condition limite qui se trouve là, en déplacement, qui s'appelle symétrie. Donc encore, on a un symbole qui est bien fait. Donc quand on vient définir une symétrie sur une arête, donc par exemple celle-ci, le logiciel va vous faire un tracé en fait de la représentation complète du modèle une fois symétrisé. Ce tracé, dans les structures complexes qu'on peut avoir au quotidien à traiter, cet aperçu peut être très long à générer et un peu agaçant à utiliser dans la création du modèle. Vous pouvez enlever cet aperçu en allant dans les paramètres de symbole et en décochant montrer l'aperçu. Un autre risque, c'est que en fait, il y a plusieurs faces à prendre. C'est-à-dire que si jamais là j'avais eu plusieurs arêtes à sélectionner, car plusieurs arêtes qui étaient coupées par le plan de symétrie, avec une seule arête, il me disait c'est bon. Alors qu'en fait, il faut prendre bien toutes les arêtes ou faces qui sont coupées par votre plan de symétrie pour que la symétrie soit valide. Du coup, voilà, je vais vous montrer le résultat. Donc tout à l'heure, avec la plaque complète, j'avais un déplacement de, j'arrive, un déplacement de 1,38 mm au centre de ma plaque. J'applique une condition limite de type symétrie. Avec la même pression, la même épaisseur, j'exécute. Ah, attendez. J'avais un petit peu travaillé sur ce modèle déjà. Voilà. Et je retrouve en déplacement la même valeur que tout à l'heure. Ah, oui. Voilà. Pardon, j'avais fait des grands déplacements sur un test lors de la création en fait, du support de formation. Voilà, on retrouve la même valeur strictement entre les deux modèles. Donc voilà, le fait d'utiliser la condition de symétrie dans une première approche, ça permet déjà en fait de limiter la taille du modèle à calculer, c'est-à-dire moins d'éléments finis à calculer, sous réserve qu'on ait le même maillage entre les deux. Voilà.
Donc c'est assez élégant pour gagner du temps sur une simulation. Par contre, il faut faire attention à plusieurs choses. C'est qu'une condition aux limites de type symétrie ne sera applicable que si votre géométrie est symétrique, déjà, mais également si, si les conditions limites sont symétriques. C'est-à-dire que si jamais j'avais une force qui était répartie de façon non symétrique, ou si j'avais je sais pas, une pression variable suivant la longueur, eh bien peut-être que ma condition de symétrique n'était pas valide. Voilà. Il faut également prendre en compte le fait que le matériau doit être symétrique. Hein. Si vous travaillez avec des composites, faites attention. Ou des matériaux orthotropes, hein, type du bois ou des choses comme ça. Il y a une chose à faire attention quand on utilise les symétries. Les symétries font qu'on se revient à calculer en fait uniquement un quart de notre modèle. Donc typiquement là, ce que je présente, c'est une petite colonne là sur cette slide, une petite colonne avec une pression de 100 newtons par mètre carré sur le dessus, et il est bloqué en bas. Je me dis bon bah mon modèle est symétrique, je ne vais calculer qu'un quart du modèle. Ok ? Donc je mets mes conditions de symétrie, pas de problème, et je laisse ma pression de 100 newtons par mètre carré. Une chose à faire très attention, c'est dans le cas où vous auriez non pas comme chargement une pression, mais une force. Si vous travaillez en force dans le chargement et que vous utilisez un modèle, donc là par exemple j'ai fait un quart du modèle parce que j'avais deux symétries, donc si vous travaillez là dans ce cas-là avec un quart du modèle, la force qu'il faudra appliquer, ce ne sera pas 100 newtons, mais 25 newtons, car 100 divisé par 4, voilà. Il n'y a pas ce problème dans le cas des pressions, dans la mesure où en fait la pression c'est une force par unité de surface, donc si la surface est divisée par 4, peu importe, la pression restera la même. Par contre, dans le cas d'une force, il faudra faire bien attention à diviser l'effort suivant le nombre de symétries que vous avez faites. Les symétries permettent également de stabiliser le modèle. Donc là, j'ai mis le lien vers un billet de blog que j'ai fait l'autre jour qui traitait de cet outil pour ça. Voilà, j'ai fait en sorte d'expliquer ça au mieux. Je vous invite à aller le regarder car la symétrie est quand même un outil très pratique pour permettre de stabiliser un modèle un peu compliqué à bloquer. Que faire dans le cas où nos plans de symétrie ne sont pas perpendiculaires? Je vous montre le problème de la condition limite de type symétrie dans SolidWorks Simulation. C'est que là, voilà, donc j'ai pris une petite portion, là, j'ai fait une petite part de camembert, et je me suis dit, bon, bah, je vais faire une condition de symétrie sur ces deux faces. Quand je vais faire une condition limite déplacement imposé avancé de type symétrie sur ces deux faces, ce que le logiciel va me dire, c'est que le plan de symétrie de cette contrainte n'est pas perpendiculaire. En gros, pour qu'une symétrie puisse être appliquée à plusieurs faces dans le modèle, il faut que les faces donc coupées par les plans de symétrie soient perpendiculaires entre elles. Donc il faut que, pardon, je reprends, il faut que les plans de symétrie soient perpendiculaires entre eux. Du coup, là, dans notre cas où on veut calculer juste une portion du camembert, on va pas pouvoir utiliser ça, ce qui est dommage. Il y a la condition symétrie cyclique. Je ne suis pas un grand fan de cette structure et je préfère vous montrer concrètement comment se sortir de ce cas-là. Dans le cas où vous travaillez dans un modèle... non, je vais vous présenter en fait ce qu'est la symétrie en tant que telle et comment créer une symétrie à la main. Donc là, ce que je vous présente, c'est une petite bonbonne, voilà, où bah, on se retrouve à vouloir calculer qu'une petite portion, c'est exactement ce qu'on avait tout à l'heure. Pour me sortir de ce cas-là, il faut que j'analyse les symétries, que je comprenne ce qu'il y a derrière. Une symétrie, en fait, donc il y a pas mal de cours de méca qui expliquent le pourquoi du comment et d'où ça vient. En fait, c'est pas très compliqué, mais juste du point de vue de l'utilisateur, ce qu'il faut retenir, c'est qu'appliquer une condition de symétrie par rapport à un plan, c'est bloquer les déplacements normaux à ce plan de symétrie et bloquer les rotations dans ce plan de symétrie. Donc le petit tableau que j'ai inséré là juste en dessous dans cette slide,
explique, voilà, si le plan de symétrie c'est XY, eh bien, vous laissez libre les translations en X et en Y, mais vous bloquez les translations en Z. Quant aux rotations, vous bloquez les rotations en X et en Y, mais pas en Z. Donc ça, c'est valide dans le cas d'un modèle coque ou poutre. Si jamais vous travaillez dans le cadre d'un modèle volumique, vous pouvez en fait vous contenter de mettre un appui-plan sur les faces. Voilà. D'autant que dans un modèle volumique, vous ne pourrez pas bloquer les rotations du modèle. Pardon, vous ne pourrez pas bloquer les rotations du modèle dans la mesure où ces degrés de liberté ne seront pas définis dans un modèle volumique, mais uniquement dans le cadre des coques ou des poutres. Je vous invite, je ferai peut-être un billet de blog prochainement sur le sujet afin d'expliquer cette nuance. Du coup, voilà, une fois qu'on a compris ça, j'ai fait une capture d'écran en fait de la condition de symétrie, la condition de symétrie un peu faite à la main, dans le cadre de ma petite portion de bonbonne, là, qui est un modèle coque. Donc en fait, vous pourrez vous référer à celle-ci le moment venu. Donc en fait, je suis venu sélectionner mes arêtes qui sont sur mon plan de symétrie et je suis allé bloquer par rapport au plan qui coupe, là, le plan de la symétrie. Je suis venu bloquer, vous voyez, les déplacements normaux et les rotations. Pour arriver à ce type de déplacement imposé, en fait, c'est très simple. C'est quand vous allez définir un déplacement imposé, vous allez dans déplacement imposé avancé, vous faites utiliser une géométrie de référence, vous sélectionnez vos faces. Comme référence, vous pouvez prendre un plan de construction ou une face du modèle et vous bloquez ici les déplacements que vous souhaitez. Voilà, donc ça c'est pour définir une condition de symétrie manuellement et du coup voilà, pouvoir faire ce calcul. Donc là je présente le résultat là, de ma petite bonbonne avec une petite pression de 3 bars dedans, hein. Voilà, c'est juste pour vous montrer que on récupère bien les mêmes valeurs. Voilà. Donc là c'est le tracé des contraintes et on retrouve très bien des choses identiques entre les deux. Voilà, avec un temps de calcul largement réduit du fait que la petite portion du modèle est quand même plus petite et a moins d'éléments. Voilà. Il faut faire attention à une chose par contre. Si je fais une étude fréquentielle en fait de la plaque de tout à l'heure qui était encastrée sur les bords, ce que je vais voir, c'est que voilà, je vous présente ce qu'on voit. Dans le cas du modèle complet, on retrouve le mode 1 à 1 Hz. Dans le cas du modèle symétrique, on retrouve bien un mode propre, le premier mode propre à 10 Hz. Pardon, j'ai dit 10 Hz sur l'autre. Par contre, il y a une chose à laquelle il faut faire bien attention, c'est que en fait, les modes propres d'une structure ne sont pas nécessairement symétriques. Donc, ces recommandations s'appliquent en fait aux gens qui utilisent Simulation Pro ou Premium et qui sont amenés à faire des études fréquentielles. Dans le cadre de la statique, on n'aura pas ces problèmes, mais dès qu'il y a un problème fréquentiel ou de flambage, il faudra bien faire attention car les symétries ne seront pas valides, car comme vous le voyez, certains modes propres ne sont pas symétriques. Et ce que j'ai récupéré, et ce que j'ai tracé là sur la slide suivante, en fait, c'est la comparaison du modèle symétrique et complet en fait en termes de fréquences propres. Donc dans le modèle complet, j'ai capturé les 7 premières fréquences propres et dans le deuxième, j'ai fait pareil. Et ce qu'on constate, c'est qu'en fait le modèle symétrique capture bien les 2 premiers modes propres de notre plaque. Par contre, il va zapper certains modes. Donc le troisième mode qui correspond en fait à celui-ci, qui est un mode à 30 Hz, qui est antisymétrique, en fait, ce mode propre ne sera pas capturé par un modèle, par une symétrie. Donc vous voyez, en fait, on loupera des fréquences de résonance. Donc si c'est pile la fréquence d'un appareil qui est accroché à votre structure, vous aurez complètement zappé ces modes propres lors de l'analyse. Donc en résumé, faites attention, les symétries sont un très bon outil dans le cadre des calculs statiques en résistance mécanique ou non linéaire, mais dans le cadre de la dynamique, notamment de la dynamique fréquentielle, il faudra faire attention à ça. Il faudra également faire attention à ça dans le cadre du flambage et également du flambage non linéaire. Donc ce sera les mêmes problématiques. Mais dans le cas d'un calcul en résistance mécanique, les symétries seront un très bon outil pour réduire votre modèle.
je vais passer un petit peu rapidement sur la troisième partie, car il se fait déjà un petit peu tard et c'est bientôt la fin de la présentation. Néanmoins, je vais vous dérouler les slides et vous expliquer en fait ce que je souhaitais vous présenter dans cette troisième partie. C'est la résolution des problématiques de stabilisation du modèle. J'ai fait un billet de blog l'autre jour sur le sujet, donc vous pouvez vous y référer tranquillement, prendre votre temps de lire ça. Et en fait, c'est ni plus ni moins ce que je présente là. Donc en fait, j'ai fait le calcul d'une petite table en fait qui est posée sur des pieds là. Donc la structure est modélisée en construction soudée et la petite table là, le plateau, en volumique. Je vous présente rapidement le modèle. Voilà, c'est le suivant. Donc ma petite table là, ce que je suis venu faire, donc j'ai mes pieds qui sont en poutre. Donc ça c'est voilà. Et ma table là, c'est un corps volumique sur lequel je suis venu définir une coque. Et ma coque, je l'ai définie sur la face supérieure du modèle. J'ai mis ma pression, une pression, donc un chargement, là, une pression sur le dessus, là, 500 kg par mètre carré, et je suis venu bloquer, en fait, mes pieds, là, je les ai bloqués avec une condition de géométrie fixe. Voilà. Donc là, j'en suis là, je crée mon maillage. Voilà, donc c'est un maillage mixte en poutre et en coque, qui est un maillage assez élégant pour calculer la réponse générale de ma table. J'exécute. Et ce qui se passe, c'est que là, le logiciel va me dire que le modèle est instable. Il va me faire quelques recommandations et il va me dire juste qu'il a échoué et je serai livré à moi-même pour comprendre quel est le problème. C'est toujours un peu frustrant à ce stade-là. Ce que je vais vous montrer, c'est un outil qui se situe dans les propriétés d'une étude statique et qui est, j'ai utilisé la relaxation inertielle. La relaxation inertielle, ça va me générer des efforts en fait qui vont me stabiliser mon modèle. Donc là, il m'avertit que il y a une force de déséquilibre et qui va appliquer des forces d'inertie pour contrebalancer le problème d'équilibre. Voulez-vous continuer? Oui. L'intérêt, c'est qu'en fait, mon calcul est allé jusqu'au bout. Il m'a fait n'importe quoi, mais au moins je peux analyser le problème. Ce qui se passe en fait, c'est que le plateau de ma table n'est pas bien relié à mes éléments poutres. Elle était en contact, donc on pouvait y subodorer que le contact global solidaire serait venu nous bloquer notre plateau sur la structure de notre table. Or, il ne l'a pas fait. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'en fait, regardez, moi, mon plateau, je l'ai défini par une coque. Sur la face supérieure, en fait, du plateau. Du coup, ce qui se passe, c'est que entre mon profilé qui est ici et la surface où j'ai défini ma coque, en fait, je vais avoir l'épaisseur de mon plateau qui est entre les deux. Du coup, le logiciel, il ne va pas détecter que les deux corps sont en contact. Du coup, le contact global solidaire qui est créé à chaque étude multicorps de simulation, en automatique, ce contact global solidaire, eh bien, il sera mis en défaut, il ne viendra pas me coller mes deux éléments. Pour résoudre le problème, il suffit de venir créer un contact solidaire manuellement entre les entités. Pour faire ça, on va faire clic droit sur connexion et créer un contact entre ensemble. Le contact entre ensemble, on va choisir un contact solidaire et on va prendre dans le premier groupe en fait les éléments de poutre qui sont là. Voilà. Donc là, j'ai choisi mes poutres et ce que je souhaite, c'est les relier à la face qui est ici, qui est la face où j'ai défini ma coque. Je fais bien attention à supprimer cette option de relaxation inertielle qui risque de perturber, qui va probablement perturber mon résultat si je le laisse actif. Je relance le calcul. Et là, mon calcul est arrivé à son terme. Tout s'est bien passé. J'ai pas d'outil qui est venu m'aider à stabiliser le modèle. Je suis juste venu recréer. Je suis juste venu refaire manuellement en fait le contact. Voilà. Ok. Donc en fait, j'ai pu par cette méthode analyser
où était le problème, pourquoi mon modèle était instable, et ainsi pallier au problème dans mon étude. Voilà. Voilà, donc comme je vous le disais hein, tout à l'heure, j'ai fait un billet de blog l'autre jour sur le sujet. Je présente le cas un peu différemment, mais voilà, ce que je souhaitais, c'était vous montrer ça de façon interactive. Voilà, donc j'ai mes différentes slides qui vous présentent ces deux choses-là. Donc j'ai deux outils hein, pour faire ça, c'est la relaxation inertielle ou la faible raideur pour stabiliser le modèle. Voilà. Tac. Pensez bien à désactiver ces options une fois que vous avez corrigé les problèmes. D'accord? Faites bien attention à ça. Ok. Écoutez, j'espère que cette présentation était claire sur le sujet. Il y a énormément de choses, beaucoup de trucs et astuces qui peuvent être dits sur simulation. J'ai dû faire des choix et ces trois points qu'on a vus ensemble étaient selon moi les choses les plus récurrentes, les problèmes les plus récurrents sur le problème. Et j'espère que ces conseils vous serviront en fait au quotidien et qui vous auront permis un petit peu de comprendre plus en détail l'outil simulation. Et, euh, et voilà, je vous dis à très bientôt sur le guide 3D et je posterai un billet de blog cet après-midi sur le guide 3D sur lequel vous pourrez, si vous le souhaitez, poser vos questions et mettre vos commentaires et je vous répondrai dans l'après-midi. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne fin de journée et à bientôt sur le guide 3D. Merci, au revoir.